sais, quand tu rentres après un concert et que tu sais qu'en fait, tu as utilisé tous les codes, je sais exactement quoi dire pour qu'un public chrétien dise Amen. Mais vraiment, hein, je peux te le timer même si tu veux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Si ce podcast vous enthousiasme, que vous désirez soutenir mon travail et rejoindre une communauté avec qui cheminer, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté protégée, des épisodes bonus, un club de lecture, des rencontres et des tas d'autres bonus pour vous accompagner dans votre déconstruction. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast. Pour participer, visitez www.tipeee, ça s'écrit tipee.com/hérétique-podcast. D'avance, un grand merci. Et pour ce nouvel épisode du podcast, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Mathieu Rahamefi, plus connu sous le pseudonyme Mick. Compositeur, parolier et rappeur avec plus de 6 albums à son actif, Mick écume les scènes depuis 2012 avec ses rimes soigneusement ficelées, mariées aux harmonies soul et les rythmes hip-hop qui l'environnent. Et vous l'entendrez au début de notre conversation, en réalité Mathieu et moi nous nous connaissons depuis un bon moment. De là à dire que nous étions proches, il y a un pas, mais j'ai tout de même suivi sa carrière musicale de loin. En 15 ans, on s'est croisés ici ou là, j'ai même eu l'occasion d'illustrer son deuxième album, Plume à Scandale, et puis on s'est un peu perdu de vue. Alors imaginez ma surprise qu'en sortie de nulle part, Mathieu me contacte il y a quelques mois pour me dire que son dernier album, Break, pourrait éventuellement m'intéresser. Je ne vais pas vous mentir, j'avais gardé une image assez lisse de Mathieu. My bad, on ne devrait jamais avoir d'a priori sur personne, nous sommes d'accord. N'empêche que son approche artistique explicitement engagée au niveau de sa foi chrétienne ne m'interpellait plus depuis longtemps. Mais voilà qu'avec Break, il murmure le mot déconstruction et me suggère d'écouter quelques morceaux de son nouvel album. Un morceau m'interpelle particulièrement, Le Loup. Le morceau, à mon sens, le plus sombre de toute sa discographie. Dans ce morceau qui s'apparente à une confession, Mick nous emmène dans les coulisses de son vécu au cœur du star system chrétien et met des mots sur ce que j'ai toujours ressenti. Ni une ni deux, je réponds à l'appel et nous nous sommes mis à rediscuter. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que nous partagions pas mal de similitudes dans notre vécu, et des divergences également, encore heureux, et très vite j'ai été emballé à l'idée d'enregistrer un épisode du podcast avec lui. Ce que vous écouterez aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que des retrouvailles entre amis et une très intéressante conversation autour de son parcours pas toujours simple d'artiste entre guillemets chrétien et des événements qui ont provoqué sa déconstruction. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Mathieu Rahamefi. Bonne écoute. Allez. Eh bien, bonjour Mathieu. Eh bien, bonjour Jérémy. Bienvenue sur Hérétique. Merci. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui. Merci de me consacrer ce petit temps. On est chez moi. Alors, les auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais toi et moi, on se connaît depuis une quinzaine d'années. C'est ça, déjà. On s'est rencontrés, on avait des amis communs dans l'église qui m'a vu grandir. Et puis, chemin faisant, on s'est un peu perdu de vue. Et puis en 2014, il me semble, tu m'as recontacté. Ouais. Et là, j'ai eu le plaisir d'illustrer ton album Plume à Scandale, qui était une forme d'introduction vraiment à ton travail. Je le connaissais déjà, mais là, j'ai dû me plonger pleinement dans ton travail. C'était chouette. J'ai pu m'approprier tes morceaux et mettre ma patte. Donc, je te dis encore merci pour ça. Merci cool. à toi, ouais. Puis après, on s'est un peu perdu de vue de nouveau. Et puis, on s'est revus en 2019. Alors, oui. Il y avait une association chrétienne artistique qui avait organisé une conférence. Tu avais été invité en tant que... Tu allais faire un concert. On s'est dit bonjour de loin. Oui. Ouais. On s'est aperçu, on a fait coucou. Et je me souviens que j'étais pas entièrement à l'aise à cet événement. Et quand tu as commencé ton concert, en fait, je suis parti. Ouais. Je suis parti parce que je trouvais que c'était... En fait, j'étais arrivé à un stade à ce moment-là d'une forme de saturation de la culture évangélique, ce côté un peu trop prêchi-prêcha entre chrétiens. Ouais. Et j'étais clairement sur la sortie, tu vois. Ok. Donc j'étais resté un peu sur cette image de Mick, le gentil rappeur pour les chrétiens, tu vois. Et du coup, quand j'ai reçu ton message il y a quelques mois, tu m'as écrit en me disant, voilà, je vais sortir un nouvel album et je pense qu'il y a certains morceaux qui pourraient t'intéresser.
Évidemment, ça m'a étonné. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, 2019, ça me paraît si proche, mais si loin en même temps. Et c'est marrant parce que c'est vers cette période-là que justement, en fait, tu peux peut-être pas le voir. Et à ce moment-là, je faisais une prestation effectivement artistique, tu vois, mais ça avait déjà quand même pas mal changé, déjà depuis 2014. Ouais. Je pense que si tu étais resté à ce moment-là sur cette image de Plume à Scandale, là, oui, là, j'étais pleinement dans le bain. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant ta formulation, j'étais sur la sortie. Donc littéralement, tu étais sur la sortie puisque tu es sorti. Ouais, je suis désolé que c'était pas personnel, tu vois. Non, mais je pense qu'en fait, mine de rien, maintenant que tu le redis et que je regarde avec le rétro, je pense que c'était aussi la période où je commençais mon processus de sortie, entre guillemets, j'ouvre les gros guillemets, à ce moment-là. Du coup, c'est vrai que c'est marrant qu'on se rejoigne maintenant, là, en 2023, à discuter sur ces sujets et qu'on les pose un peu, qu'on pose des mots. Mais en fait, à mon avis, et plus on va discuter, on s'en rendra peut-être compte, on a eu quand même je vais dire pas un parcours similaire, mais en tout cas une trajectoire qui se ressemble un peu après, à voir au niveau du timing, mais voilà. Ouais, et puis bon, voilà, on a baigné un peu dans les mêmes environnements, donc c'est normal. Ouais. Mais c'est vrai que notre première rencontre date vers 2009, 2010, un truc comme ça, ça fait longtemps. Hein. Ouais, je me souviens, c'était une soirée groupe de jeunes. Et, classique. Puis voilà, un rappeur, quoi, tu vois. Un rappeur chrétien, tu vois. Puis moi qui étais très versé dans tout ce qui était musique alternative chrétienne, dans toutes ces, tu sais, Toby Mac, Great, tous ces trucs-là que j'ai écoutés quand j'étais adolescent, le hip-hop chrétien. Enfin, j'ai plus été vers tout ce qui était plus punk hardcore par la suite, mais le rap. Donc j'en avais un devant moi et j'avais, je sais pas, 17 ans, je sais plus. Je me souviens, on était tous très jeunes. Donc voilà. Alors je pose toujours la même question à mes invités pour commencer nos interviews. T'es-tu jamais senti comme un hérétique ? Si, mais récemment. Ok. Tu nous racontes ? Avec plaisir. En fait, je me suis senti plusieurs fois, en fait, maintenant. C'est une bonne question. En fait, je me suis jamais posé comme ça cette question, mais plusieurs fois, je me suis senti assez inconfortable, parce que confortable dans certaines façons de penser qui ne suivent pas du tout ce que l'Église va t'inculquer, tu vois. Donc c'est parfois dans le secret où je me dis, mais non, clairement, je pense comme ça. Donc j'ai un problème. Hein. Du coup, je crois que si la définition d'hérétique c'est ça, c'est moi en fait. En tout cas sur cette façon, sur ce point-là, sur ce mode de vie-là, non, ça me convient pas du tout. Mais ça c'est plutôt dans le secret. Et là quand je t'ai répondu tout à l'heure, oui récemment, c'est sur certaines prises de position sur mon travail, donc en tant qu'artiste, je me dis oui, là clairement, je pense que je vais être vu comme hérétique. Donc moi je te répondrai plus oui, par étiquette. Je la vois l'étiquette qu'on m'a collée. Après moi personnellement vraiment, dans ma façon de penser, dans mon fort intérieur, je pense que non. Je sais pas si je suis clair dans ma réponse. Non, moi je te rejoins, mais tu vois, je pense que là, parfois, je l'ai vraiment senti cette étiquette, soit dans le regard des uns et des autres, soit dans les mails, dans les messages, les DM, tout ce que tu veux. Ok, c'est bon, je l'ai cette étiquette d'hérétique, c'est bon, là, je l'ai accueilli cette étiquette, mais je sais que ça me définit pas et qu'au fond, je ne le suis pas. Mais enfin, je suis persuadé de ne pas l'être, mais après voilà. C'est quoi le type de message que tu reçois ou que tu as pu recevoir? Soit c'est explicite, soit ça te laisse entendre « Attention, tu es hors des clous ». Tu vois ? Ça veut dire quoi ? Je pense que c'est un peu... on ne pense pas comme ça, nous. Ou en tout cas, c'est plutôt des questions... je suis assez curieux, ça me surprend de toi, tu vois, c'est un peu ces formulations-là, que tu dises ça. Et je pense que de toi, ils entendent, en fait, du moule qu'on a fait de toi. C'est un peu... Mick le gentil, chrétien, rappeur... On t'a connu plutôt gentil, plutôt policier. Tu penses comme nous d'habitude. Tu vois, je vulgarise, mais c'est un peu ce que ça te fait ressentir. Et que là, oulala, mais ça va ? Tu vois, des questions tout de suite, alors que pour une fois, j'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir un peu par moi-même. Donc voilà, à partir du moment où tu reçois ces messages, lorsqu'il c'est pas teinté de bienveillance, c'est là que j'ai l'impression d'avoir le mot hérétique. Ces questions parfois sont très constructives et du coup je les accueille aussi très bien. Les personnes qui me demandent vraiment si ça va et vraiment veulent des explications ou plutôt des éclaircissements, bien sûr c'est avec plaisir. Mais dès que tu sens qu'il y a une touche de sors pas des murs, hein, t'es avec nous, hein, qu'est-ce que tu nous fais ? Là je sens vraiment t'es à nous, hein. Ouais, c'est ça, c'est à nous. Tu vas pas travailler pour l'autre. Enfin, tu sais, c'est vraiment, c'est très manichéen finalement dans un sens. Donc, cette étiquette, je l'ai ressentie. Et tu viens de dire, il y a 30 secondes, alors que j'ai l'impression d'enfin commencer à penser par moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? C'est un peu, tout le monde le sait, enfin, tous ceux qui ont grandi dans un milieu, là, pour le coup, moi, c'est chrétien, grandi avec l'école du dimanche, finalement, qu'on le veuille ou non, le mot formaté peut être fort, mais il y a un peu de ça. Forcément,
tu adoptes des codes, des façons de penser, on t'explique des choses, on t'inculque. Selon ton milieu, on t'impose même, tu vois. Un schéma, on en parlait tout à l'heure en off, un schéma de vie. Ok, tu vas faire ça, ensuite tu vas te marier, ensuite tu vas ne pas faire ça, surtout pas, ensuite tu vas faire ça, ensuite tu vas avoir des enfants, etc. Donc effectivement, tu suis le courant. Et je pense que oui, à un moment, c'est sain, santé, ça y est, de se dire attends, stop. Est-ce que je peux juste réfléchir 2 secondes, parce que là c'est bien, le flow est peut-être agréable, tu vois, mais juste est-ce que je peux couper le courant et revoir un peu où vous m'emmenez là, tu vois. Et c'est ça, penser par soi-même. Et ça, ce stop-là, beaucoup l'accueillent, peuvent bien l'accueillir, et d'autres disent non, on est censé suivre le flow, ne pose pas de questions. Donc ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui a provoqué ça? En fait, bon, je t'avoue, quand j'étais dans le métro, j'ai réfléchi à une image, je me suis dit comment je peux expliquer ça. Donc j'ai un peu anticipé ce genre de questions. Tu vois, quand t'es sur l'autoroute et qu'il y a une voiture qui crache, son pot d'échappement crache vraiment une fumée bien noire, et ça pue et ça pollue tout le monde. Tu vois, je pense que la voiture, elle le sait, elle le voit dans son rétro que c'est ça, elle est en train de polluer, mais elle continue à avancer. Et ben moi, j'ai l'impression que c'était ça. Et t'as envie de dire à cette voiture, mais juste arrête-toi 2 secondes. Tu vois bien que ça va puer à l'intérieur. Ouvre ton capot, check ton moteur, parce que là, t'es en train de polluer tout le monde, tu vois. Et moi, je savais, on se place plus vers 2017, fin 2017, début 2018, tu vois, donc quand même un peu avant. Ouais, c'est drôle, ouais. Santé mentale, clairement, il y a un souci. Pour moi, c'est des nouveaux mots. Tu vois, j'ai l'impression que, en tant que chrétien, on parle pas trop de ça, tu vois. Ça a pu. Je suis en train de polluer ma vie sociale, je suis en train de polluer mon mariage. Je venais de me marier 2 ans avant, en 2015. Je crois que c'est très noir là ce que je suis en train de cracher, mais j'avance toujours. Je m'en fous. Et en fait, gros crash, gros burn-out. Donc là, c'est fin 2017. On ouvre le capot. C'est plus possible, tu vois. Et relation d'aide, psy, accompagnement. Enfin voilà, il faut ouvrir le capot. Et c'est à partir de là que le super mot déconstruction qu'on utilise partout, mais ça a commencé. Okay. On ouvre le capot, on voit ce qu'il y a dedans. Et parce que tu as vu que quelque part, tu faisais pas que du bien autour de toi, ni pour toi. Ni pour moi, mais je voyais que ça commence aussi à affecter les autres, tu vois. Oui, les personnes qui te sont chères. Qui me sont chères. Bon, c'est pareil pour moi, hein, juste pour ça là. Ok, ouais, c'est voilà, on se comprend. Et vraiment, c'est cette fumée noire, c'est que oui, je m'en fous, je continue à avancer, il faut avancer dans la vie. Non, là, il y a un problème dans le moteur. Et quand tu ouvres le capot et que tu te rends compte que, oui, ça a un rapport avec le cadre. Alors moi, ça a surtout commencé par le cadre familial, tu vois. L'éducation, les traditions. Je suis d'origine malgache, donc j'ai beaucoup étudié sur les questions de psychogénéalogie, tout ça. Enfin, ça m'intéressait en tout cas. Voilà. Donc, commencer à ouvrir le capot et regarder ces trucs-là et me pointer du doigt. Ce qui coinçait. Les mauvais mécanismes, ouais, c'est ça qui me coinçait, que j'avais accepté. Mais c'est très dur. Après, c'est typiquement la définition de déconstruire, c'est de dire, en fait, je crois que ce truc-là, il est plus bon. Il faut l'enlever. En tout cas, c'est nocif pour toi et pour l'autre. Ah, mais non, mais on a toujours fait. On en revient sur, on a toujours fait comme ça. Du coup, ouais. Il n'y avait pas vraiment trop le religieux pour l'instant. Ça a vraiment commencé sur déconstruire par rapport à la famille, aux traditions, à la culture. Et comment t'as vécu ça? Très bouleversé, très perturbé. C'était perturbant. C'était au début très énervant de devoir admettre que, en fait, je crois que je cultive quelque chose qui est vraiment nocif. Mais en même temps libérateur parce que ça avait du sens. Tu vois, je me disais, oui, non, je pense que c'est vraiment ces feuilles-là, cette herbe-là qu'il faut arracher. C'est des mauvaises herbes. Donc, en fait, c'était à la fois, c'était inconfortable. Et puis, ça s'est traduit par un gros rejet en bloc de tout ce qui venait de la famille, de la culture. Tu vois. C'est que, je pense que j'avais vraiment besoin de soulever le tapis et de dire attends, on va tout secouer. En fait, et j'avais envie de tout savoir aussi sur la culture malgache. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un mot, alors je l'ai plus, mais en malgache, qui veut clairement définir l'idolâtrie de l'harmonie. Ok. Donc c'est comme si c'est quelque chose de sacré, de saint. Ça, on n'y touche pas. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Donc dans une famille, c'est marrant pour un musicien. Et c'est marrant. Alors moi, j'aime trop l'harmonie musicalement. Et c'est que cette culture-là, qui est super destructrice, parce que c'est genre, s'il y a quelque chose qui va... qui est disgracieux. Exactement, qui va faire des vagues, qui va troubler l'harmonie, eh ben non, ne le touche pas. Et ça, je pense que je l'ai beaucoup cultivé très jeune, c'est dès qu'il y a quelque chose qui va en travers de l'harmonie familiale, ouais. Eh ben, il faut fuir, il faut pas le dire. D'où le fait de rester le gentil garçon qui reste dans les clous. Exactement. Et à un moment donné, tu t'es autorisé à faire un pas de côté.
Bah, je me suis rendu compte que ce masque-là que tu portes, il est lourd. Il fait comment ça? Tu transpires dessous. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je laisse sous le tapis parce qu'il faut pas, bon, désolé du terme, je vois pas d'autre chose qu'il faut pas niquer l'harmonie. Et bah, du coup, moi, je me dis, bah, en fait, je vais laisser un masque. Ce petit Mathieu-là, il fait plaisir à tout le monde. Tant mieux, ça. Mais en fait, dessous, tu transpires, t'as mal, et du coup, ouais, c'est plus ce côté-là. Je veux penser par moi-même, ce masque est trop lourd. Et surtout, on en revient à ce pot d'échappement. Il commence vraiment à polluer. Et en fait, ouais, on va s'arrêter 2 secondes et on va faire le point. Et ça devenait douloureux. C'est ça. T'en avais marre. Ouais. Et c'est devenu même urgent. Je sentais qu'en fait, je partais en vrille. Là, je veux pas m'attarder sur les détails de ma santé mentale qui est fragile. En fait, je me suis fait ce constat-là, honnête. Moi aussi, hein, ouais, d'accord. Okay. On n'est pas forcément obligé dans les détails parce que ça regarde pas les gens. Mais moi, le début de mon processus aussi, de mon cheminement, notamment en termes de déconstruction, ça aussi était provoqué par le fait de repérer que j'avais certaines fragilités. C'est ça. Et qu'il fallait y travailler et que certaines de ces fragilités étaient notamment liées à la culture chrétienne dans laquelle, aux interdits, au conditionnement, aux valeurs plus ou moins inculquées ou plus ou moins induises et que tu peux pas remettre en question. Ouais. Et en fait, moi aussi, ça m'a fait partir en vrille. Et à un moment donné, il y a ce choix qui est presque... qui est problématique parce que tu te retrouves, est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis mes croyances? Et tu te dis, en fait, on devrait jamais arriver à ça. Et je trouve que c'est tellement symptomatique du fait que, ben non, en fait, quelque part, le système de croyances théologiques ou je ne sais quoi, il y a un peu cette idée vu que c'est divinement inspiré et que c'est comme ça et pas autrement, c'est à toi de te mouler dans le moule, de te mouvoir dans le moule, je sais pas comment je vais le dire. Et en fait, moi, j'imagine qu'on partage ça, mais je dirais que facilement pendant 25-27 ans, j'ai tout fait. Et vraiment, faut me croire, j'ai tout fait pour rentrer dans ce moule, pour être le bon chrétien, l'homme de Dieu, entre guillemets, le gentil garçon qui vit selon les principes, selon les valeurs du royaume, blablabla. Bla. Et en fait, c'était jamais assez, j'étais trop ceci, jamais assez cela et tout. Et je suis allé tellement... J'ai vraiment poussé mon système pour vraiment... Et à un moment donné, en fait, en fait, le corps est une belle... c'est beau. Ouais. Tu sais, il y a eu justement je dirais qu'il y a quand même une forme de négligence du corps. On est très dans l'esprit, dans l'âme, l'esprit, mais peut-être pas suffisamment dans le corps. Et à un moment donné, quand le corps, tu le négliges, il fait Kikou, me voilà. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, pour les geeks qui nous écoutent, d'être dans Retour vers le futur. Tu sais, sur la photo, au fur et à mesure, le papa, il disparaît de la photo. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que je disparaissais de la photo. Et que j'étais genre, en fait, c'est mon thérapeute à l'époque qui me disait, mais t'es pas une machine. T'es un être humain. Et si ton corps t'envoie des signaux, j'étais vraiment en train de mourir à l'intérieur et j'ai dû me réveiller. Tout ça pour te dire, I feel you. Et que pour d'autres personnes, par exemple, souvent la déconstruction, il y a pour les femmes, c'est souvent la place des femmes, la misogynie. Pour des personnes de la communauté LGBTQIA+, il y a ça. Et pour nous, mecs, parfois, pour nous, pour moi en tout cas, la porte d'entrée, ça a été la santé mentale. Et donc du coup, le fait de désacraliser le fait que les psys, c'est pas que pour les, entre gros guillemets, fous, c'est ça. que c'est pour tout le monde et que aujourd'hui, je dis à tout le monde, aller en thérapie, c'est merveilleux. C'est clair. Donc voilà, cette longue diatribe pour te dire que je te rejoins, tu vois. Non, mais oui, c'est précieux. Et ouais, je pense que ça a beaucoup contribué à ce que je me rencontre, moi. C'était une formulation que la thérapeute avait utilisée. Et il y avait même une notion biblique, là, pour le coup, c'est assez drôle, où je crois que c'est une formulation que Dieu aurait utilisée pour Abraham en disant va vers toi. C'est la traduction. Et dans d'autres traductions, c'est fuis vers le pays, va vers l'autre pays, pars de ce pays ou un truc comme ça. Mais la traduction littérale serait plus va vers toi. Et en fait, cette réflexion est très belle, je trouve. Je me dis, mais oui, moi, c'est ce voyage que je vais faire. Alors oui, c'est pas quelque chose d'autocentré toute ma vie, c'est moi qui compte. Mais moi est quand même important. C'est important. Et
Et si j'ai été créé, c'est pas pour être formaté pour une église et pour être le bon chrétien qui va être reconnu comme « Ah, lui, c'était le bon chrétien ». Non, mais en fait, il a été bon chrétien, mais il s'est jamais connu. Ou en tout cas, il a jamais fait ce qu'il devait être vraiment. Il a jamais été ce qu'il aurait pu être vraiment. Et pour être un artiste pertinent, il a besoin de se connaître. C'est clair. Ouais. Parce que, mais c'est ce que je t'ai dit, et quand on a reconnecté il y a quelques mois, moi, ce qui m'intéresse vraiment, et on va y venir, c'est le vécu. C'est le vécu de la personne, plus que on partage des idées, mais en fait elles s'ancrent dans un vécu. Et si en fait on n'ouvre pas la boîte de Pandore pour aller prendre un minimum de recul sur notre vécu, je trouve que le don d'un artiste, et c'est aussi tout ce que j'aborde sur Sens Créatif, mon autre podcast, c'est vraiment c'est hyper précieux. Tu peux pas parler avec autant de pertinence si t'as des œillères et justement, et c'est moi, ce qui m'énervait beaucoup dans le milieu chrétien, où genre les artistes chrétiens, c'est d'utiliser vraiment son art comme outil de propagande, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est problématique, tout simplement. Là où c'est genre, ok, tu adhères à ces idées, d'accord, soit. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'en es arrivé à ça? Et peut-être que voilà, ton parcours peut, toi, je parle pas de toi en général, mais le tu en général fait que t'en arrives à ces idées. Mais est-ce qu'on peut aller creuser ton vécu? Je suis complètement d'accord. Et en plus, c'est contre-productif, ce truc de vouloir. Je le dis dans une de mes phrases à un moment donné, qui dit. J'ai pas envie de devenir cet artiste chrétien qui dit qu'il change le monde, mais qu'en fait, qui font de l'entre-soi. Je me voyais sur scène en train de faire semblant, personne le cerne, mais je souffre d'un orgueil sanglant. Je sautais sur chaque wagon, mais toujours avec un train de retard. C'était peut-être ça le pire dans ce cauchemar. Je m'étais transformé en artiste coupé de la société, celui qui est devenu la caricature de la piété. Celui qui s'auto-persuade qu'il fait la différence, alors que tout ce qui l'inspire c'est de la condescendance. Mimétisme, communautarisme, cette version mic, papier calque, pue l'opportunisme. J'étais entouré d'artistes comme moi, qui disent qu'ils changent le monde, mais en fait qui font de l'entre-soi. Mais quel cauchemar où je me voilais la face, je cachais ma vraie nature sous un patois de paroisse. Je mentais à l'assemblée, je disais ce qu'elle voulait, tant qu'elle comblait ce désir de gloire que je gardais refoulé. J'étais devenu leur rappeur à eux, rappeur sans cœur, rappeur religieux. Je me jouais du troupeau, avec un talent fou, j'étais devenu le loup. Ah mais oui. Tu vois, il y a aucune, finalement, j'aime bien utiliser cette formulation, il n'y a aucune pertinence culturelle, parce que déjà tu t'es créé une étiquette, tu es dans ton monde à toi, tu es pertinent que dans ton globe, quoi, dans ta bulle. Et quand tu sors, tu n'as aucune crédibilité parce qu'on ne sait pas qui tu es. Ah oui. Et puis déjà, tu t'es fermé des portes. Et moi, en fait, en tant que parolier, quand j'ai commencé à travailler justement, j'aime pas cette formulation, mais pour l'extérieur, en tout cas à l'extérieur de l'église, je suis obligé. Tu vois, en fait, on va beaucoup utiliser les guillemets, je crois, que vous voyez pas. Et quand je commençais à écrire pour des artistes qui sont pas du tout croyants, athées, musulmans, tout ce que tu veux, on s'en fiche, finalement, pas du tout croyants chrétiens, pardon. Tu dois sortir de ton voilà, jargon. C'est ça. Et on doit avoir des échanges. Quand je dois écrire pour d'autres artistes, on se pose comme toi et moi, et je dis, abreuve-moi de ta façon de penser, de ta vie, parce que si tu veux que j'écrive une chanson qui raconte ton histoire, il faut que j'apprenne à sortir aussi de ton prisme. Mon prisme et paradigme très christiano-chrétien. Et oui, mais attention, tu te mets dans une posture d'écoute active et d'empathie. Là, et je trouve que pour des personnes ayant grandi, on fait un peu des généralités, d'accord, mais on a un peu été formatés, entraînés à évangéliser, à amener un discours. C'est ça. Et que si l'autre personne ne va pas dans notre sens, c'est à nous de les convaincre. Ça. Et là où tu te mets au service de l'autre. Exactement. On est presque dans une culture de l'argumentation plutôt que dans l'écoute. C'est-à-dire, une conversation, en fait, pour nous, on va vraiment caricaturer, désolé, mais oui, il n'y a pas de conversation. C'est plus évangélisation. J'en pouvais plus. Argumentation. Donc, tu t'assois à côté de quelqu'un, dans ta tête, tu dis, ok, peut-être t'actives le robot, pas croyant, mode, évangélisation. Et il faut le gagner. Il faut le gagner. Il faut le convertir. Et moi, je trouve que c'est hyper violent comme posture. Bah oui. Et pour rester dans les caricatures, mais c'est des histoires vraies, on m'a raconté qu'il y a quelqu'un qui, une fois, il rentre dans une boulangerie avec un pasteur stagiaire et il dit au pasteur stagiaire, écoute, moi je suis le pasteur principal, on va essayer de parler avec les gens qui ne croient pas. Il rentre, il y a la boulangère, il dit, bon, vous allez bien? Oui, en fait non, ça va pas trop bien, j'ai perdu mon fils, il est mort récemment. Et le pasteur stagiaire, premier truc qu'il dit, mais vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Hein. Je rigole, mais en fait c'est horrible. Et ben voilà, tu vois, et pour moi on est exactement là dans ce formatage, on n'écoute plus. On n'écoute plus.
n'y a plus de sensibilité. Et là, apparemment, le pasteur, on va dire, principal a dû ramasser la petite cuillère en disant non, mais là. Non, ça va pas du tout. C'est ça. Du coup, voilà, pour moi, c'était, c'est ce risque. Mais c'est ma démarche, hein, en tant que podcasteur, c'est d'écouter. En fait, c'est de me mettre en posture d'écoute active. On échange, certes, mais je sais que quand j'ai lancé mon premier podcast, c'était genre, je veux apprendre à fucking écouter. Tu vois, genre d'arrêter de... Et je trouve que c'est hyper fatigant de toujours devoir défendre son système de croyance. C'est une posture de défense déjà. Donc on n'a pas les mains ouvertes, on a les poings serrés. On est prêt pour le combat spirituel, une bataille cosmique hyper fatigante. On parle d'amour. Et alors qu'on est constamment dans une bataille et on n'est pas dans une posture d'écoute, on est dans une posture de comment gagner l'autre. Et si c'est peut-être on va me dire non, c'est pas de la bataille, mais et du coup il y a une sorte d'écoute, mais qui est derrière pour vendre. Il s'est intéressé. Et je trouve que moi je n'arrivais plus. On me disait faut vous faire vos amis avec vos voisins. Nous, nos voisins sont vraiment devenus des amis, mais pas parce qu'on essayait de leur vendre un produit. Parce qu'on était des oreilles. C'est de la vie normale, quoi. C'est ça. Et aimer. En fait, oui. Je le dis. C'est le mec qui paraphrase que ses propres textes. Mais dans un de mes refrains, moi, j'ai dit, à force de vouloir payer, je crois qu'on a oublié d'aimer. Et en fait, mais c'est un constat que je me fais à moi-même, c'est que pendant trop longtemps, en voulant être le bon chrétien, je pense que j'ai vraiment oublié d'aimer, mais dans le sens le plus noble, le plus simple du terme. Comme tu dis, écouter. Pleurer quand il pleure, on s'en fiche, tu crois pas à Jésus ou quoi? Non, mais là, tu pleures, point. Et là, je vais t'aimer. Et je pense que c'est un constat déjà que je me faisais moi. Mathieu, tu te perds sur la photo, tu n'aimes plus. À quel moment tu as eu cette prise de conscience? Vraiment, je pense que tout est vraiment arrivé à ce moment du burn-out, on va dire 2017-2018. C'est là aussi que j'ai quitté mon job. En fait, j'avais un CDI en tant que responsable de vente au Royaume-Uni, donc rien à voir avec de l'artistique. Et tout est arrivé là, 2017-2018. Donc tu as un burn-out? Burn-out, là, Ok, et puis, gros bras de fer administratif qui a encore amplifié le burn-out parce que j'avais demandé une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, parce que je savais que derrière, si je pars, c'est pour devenir artiste à temps plein. Donc, ça serait bien de commencer avec un peu de chômage quand même pour se lancer. Donc, gros bras de fer administratif, donc santé mentale vraiment au plus bas, accompagné, tout ça pendant cette transition. Est-ce que le CDI, ma boîte va accepter ça? Ils n'ont pas accepté. Finalement, je suis parti en démissionnant, donc sans chômage, donc parachuté comme ça dans le vrai monde, alors que t'as un crédit sur le dos avec ta femme, tu viens d'acheter une maison et tout. Donc gros défi, mais en même temps avec le recul, je me dis en fait tous les problèmes sont arrivés en même temps et c'était tant mieux parce que c'était vraiment de la grosse déconstruction, pas le choix, remets tout en question, reprends-toi. Mais quand tu dis tout, tu y as fait allusion tout à l'heure, mais donc il y avait la santé mentale, il y avait la famille. Et puis j'imagine que les croyances sont venues en tirant le fil. C'est ça. Et donc comment ça s'est déroulé ça? Assez douloureusement, mais ça c'est... J'ai fait attention à ce que ça ne se ressente pas trop dans mon art. On va dire que avec la musique, je commençais à devenir un peu une personnalité publique, ou en tout cas écoutée, avec des auditeurs sur Spotify, un compte Insta, Facebook encore et tout ça. Facebook, on est encore là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en 2019, finalement, tu pouvais pas forcément le voir transparaître parce que je me suis dit, ok, ça c'était aussi les fruits de la thérapie. Je me dis, voilà, il y a Mathieu, donc mon prénom, bon, enchanté, moi c'est Mathieu. Mick, c'est mon nom de scène. Et voilà, j'ai un nouveau travail. C'est ce Mick, il a des choses à raconter. C'est ton persona. C'est mon persona, exactement. Donc en fait, pour répondre à ta question, quand la religion s'en mêlait, en tout cas quand les réflexions autour de la religion en disant attends, les fautifs entre guillemets, c'est pas que la famille, la culture, je crois qu'il y a aussi tout cet univers évangélique. Pour le coup, moi j'ai grandi dans un milieu très conservateur baptiste, donc il y a plein de choses. Je me dis attends, j'aimerais revoir ces points-là, et là tout ce travail se faisait vraiment à l'intérieur. J'étais vraiment bien soutenu et par ma femme. M'a beaucoup aidé avec des discussions très longues, très profondes, des moments de pleurs énormes et tout. Non, mais donc c'est pénible. C'était pénible vraiment cette déconstruction, mais tellement nécessaire et tellement salvatrice. Mais voilà, je pense que ça se voyait moins dans mon art. C'est qu'un peu plus tard que je me suis dit, je vais commencer à glisser quelques mots, quelques chansons qui vont évoquer ces réflexions. Mais voilà, ça s'est fait plus discrètement. Mais comment t'as vécu? Donc tu vois, genre tu commences à te rendre compte qu'en fait, il y a des soucis systémiques qui vont au-delà de toi, ta famille, tes traditions, ton fonctionnement, ton système interne, voilà, tes fragilités. Et là, tu te rends compte que tu as baigné dans un système que tu te dis, à un moment donné,
évidemment, tout n'est pas acheté, mais tu te dis, il y a des problèmes systémiques. Ouais. C'est vertigineux de se rendre compte que ce système qui était la maison, la famille, une seconde famille, hein, et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis souvent, moi j'ai une profonde affection pour le milieu évangélique parce que c'est la famille et il y a une vraie chaleur. Il y a une vraie... Et c'est justement ce qui est, je trouve, compliqué, c'est que vu qu'il y a cette chaleur et cet esprit familial, quand on commence à dévier, j'aime pas ce mot parce que justement il est connoté, mais en tout cas qu'on n'arrive plus à adhérer entièrement aux valeurs ou aux croyances de la famille, ça reste ta famille, des gens que tu aimes. Et moi, ça m'a... Mes questions sont tout le temps ancrées dans mon vécu et qui viennent en écho avec le tien, tu vois. Et c'est genre... c'est l'âme en peine, en fait, de se dire, punaise, en fait, j'ai un profond amour pour ces personnes, mais j'arrive plus à adhérer aux grandes lignes. Et donc, toi, cette famille, comment t'as fait? Et ben en fait, c'est marrant. C'est vraiment le parallèle famille de sang et famille spirituelle, on va dire. Parce que il y a eu ce temps de rejet des deux. Donc au départ, je t'ai dit, c'était surtout la famille de sang, enfin la culture malgache, etc. Rejet, et t'as envie de partir et ne plus avoir rien à faire avec eux. Et pour la foi, les chrétiens, c'était pareil au début. C'est ça m'énerve, tout m'énerve, j'ai plus envie de... Voilà. Et comme tu dis, en fait, oui, il y a cet affect, il y a ce cœur, tu dis, c'est comme une famille dysfonctionnelle, t'imagines, tu pars, mais en fait, t'as quand même de l'affection, et tu dis, si je reviens, limite, ça serait lâche de dire, je vois tous les problèmes, je vois tous les pots d'échappement noirs, là, je vois ces pasteurs qui parlent et qui disent des trucs, mais on sait très bien qu'il y a des abus, on sait très bien, on le voit, c'est factuel, il y a des viols, il y a des femmes qui sont opprimées, je le vois, et c'est ma culture. Ouais, j'ai grandi à les églises, je le vois, je le dis, et ça serait lâche de rester très loin et pointer du doigt et dire voilà, vous voyez, ça va pas, je vous l'avais dit, tu vois. Et c'est un peu par amour, oui, que tu reviens. Pas pour dire c'est moi le prophète, je vais annoncer la bonne nouvelle, mais pour dire parlons-en. Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes? Ça fait du bien à personne, ça fait du mal, tu vois bien que tu en souffres, et j'aimerais en savoir plus, tu vois. Et cette démarche de retour, elle s'est faite déjà dans ma famille. Discussion trop belle avec mes parents après, hein. Et c'était trop sympa de voir aussi qu'ils s'ouvraient et qu'on avait des discussions qu'on n'avait jamais eues en 30 ans, tu vois. Tu peux me parler de ça? C'est notamment par rapport aux questions de psychogénéalogie, là, comme ça m'intéressait. On parle de mémoire transgénérationnelle, là, tout ça. Et du coup, c'était, maman, est-ce qu'on peut prendre un verre à l'occasion, on se pose. Et j'aimerais que tu me parles plus de ta grand-mère. Et juste, il y a peut-être des secrets. Peut-être que c'est gênant, tu voudras pas en parler, mais moi, vraiment, pour me construire en tant qu'homme, j'aimerais savoir. Et en fait, j'ai essayé de créer un cadre un peu safe, tu vois, de confiance. C'est pas pour ressortir les dossiers pour mal parler de mamie ou de arrière-grand-père. C'est vraiment d'où je viens. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Sens-toi libre de ne rien me dire. Et là, à ma grande surprise, alors ma mère est beaucoup plus ouverte que mon père sur certains sujets, mais mon père aussi c'est un peu livré. Et c'était super salvateur. Et ça m'a surpris de voir qu'en fait, elle allait même plus loin que ce que j'imaginais et qu'il y avait des larmes qui sortaient de chez elle aussi, une sorte de délivrance, de mettre des mots sur des souffrances, sur des non-dits. Et voilà. Donc pour moi, c'était ça les bienfaits d'être sorti, mais de revenir avec un côté maintenant parlons vrai. Et tu as pu parler avec eux aussi de tes croyances changeantes? Oui. Parce que je sais que c'est une angoisse de beaucoup de personnes qui sont dans une sorte de cheminement de remise en question. Ouais. Et ça dépend des cultures familiales, mais pour beaucoup, le passage en parler avec papa et maman, et ça a été le cas pour moi aussi, c'est compliqué. C'est ce même conflit de loyauté qu'on a avec notre famille spirituelle, mais là, c'est la famille de sang qui est aussi spirituelle à la fois. C'est une bonne question, parce qu'en vrai, maintenant, en y repensant, on n'a pas vraiment abordé ce sujet très explicitement. Je pense qu'ils le savent, ils l'entendent un peu dans mes musiques ou bien dans des prises d'opposition. C'est tout bête, hein, même de se faire des tatouages, tu vois. Ah oui. Ça, c'est très symptomatique de plein de choses. Hein. C'est trop drôle. C'est culturel. C'est culturel. Et en fait, c'est comme un acte. Vous le voyez pas, mais il a un énorme dragon sur son torse. Non, je déconne. C'est comme un acte de rébellion, tu vois. Chose qui n'aurait pas été du tout autorisée dans notre cadre bien conservateur, etc. Donc, on aborde les questions en périphérie, mais je t'avoue, je pense qu'ils savent que ça a beaucoup évolué mon rapport à la foi, comment je vis ma foi. Mais pour l'instant, c'est vrai que explicitement, on a surtout parlé de ces histoires de déconstruction, familiale, culturelle. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas te mentir en disant oui, on a vraiment abordé les questions de foi de fond. Je pense pas. Ouais, non, mais c'est délicat. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils le voient et que si ils tomberaient pas des nues si on se mettait à en parler parce qu'ils l'ont vu et ils le voient dans nos échanges et dans nos modes de vie, dans nos choix aussi familiaux. On en parlait tout à l'heure en off.
il le voit, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment encore pris le temps de se dire, voilà, quelles sont, utilisons les grands mots, nos divergences doctrinales. Ouais, et puis peut-être que c'est pas l'ambiance, quoi. Il n'y a peut-être pas besoin non plus. Ouais, c'est vrai, aussi. Et cette conversation, tu l'as eue un peu avec ta fanbase? Parce que par exemple, là, cet épisode va sortir, il y en a sûrement qui vont dire oula, je m'attendais pas à ça de la part de Mick. Ouais. Parce que je l'ai écouté, ton dernier album. Alors, comme je t'ai dit, à la base, c'est pas trop ma cam, mais ton dernier album, c'est celui que j'ai préféré. Mais qu'en est-il de ta... Bon, attends, on va du coup remonter un petit peu le temps. Donc, Break sort, et Break, c'est quand même une sorte de point de rupture, ou du moins le début de quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux, du coup, un petit peu nous en parler? Ouais, et plein de sens dans ce mot break, une cassure, casser déjà plein de mythes, déjà le mythe de l'artiste qui va aller en forêt pour aller trouver de l'inspi, j'avais juste envie de casser ça beaucoup, idéaliser un peu mon côté parolier, c'est le poète qui va aller chercher de l'inspi près de Dieu au bord d'un lac, et que dans cette histoire qu'on entend dans Break, c'est qu'en fait je suis jamais allé dans cette forêt, je suis allé à la station essence, tu vois, au drive, j'étais arrêté par la police, plein de choses qui montrent que oui, on peut créer un album juste avec un voyage pourri en voiture comme ça. Mais Break, c'est aussi dans ce sens de cassons les mythes aussi, parce que est-ce que tu avais déjà essayé par le passé d'un petit peu aborder des sujets un petit peu plus délicats, sachant que, je te l'ai déjà dit, j'aurais tellement aimé que tu ailles encore plus franchement, tu vois, sur cet album, mais tu as à droite à gauche, tu dissémines quand même des petites choses. Ouais. Voilà, il y a une petite prise de risque. Oui, c'est vrai que ça venait un peu en pointillé. Dès Mon Critérium incarné, ça c'est un album qui est sorti en 2019, il y avait déjà un morceau qui s'appelait Temps mort, où je parle déjà du masque, j'en ai marre de porter, etc. Donc ça c'est un morceau parmi 14, voilà, discrètement. L'album Fuel Fresh, je commence déjà à parler de petite référence à l'écologie, à la façon dont aussi la maladie que beaucoup connaissent de plus en plus, l'endométriose, était souvent minimisée chez certains professionnels médicaux. Donc j'ai commencé à parler de sujets nouveaux, et là effectivement je commençais à avoir des réactions de la fanbase. C'est marrant que tu parles de ça, c'est intéressant, et c'est un break effectivement où je me suis dit bon, parlons-en un peu plus explicitement, un petit peu plus, peut-être pas encore assez, mais voilà. Donc là ce point de rupture est un peu plus marqué sur Break, parce que là cette fois-ci je parle des chrétiens aussi. Jusqu'ici c'était attention, violence conjugale, et je le dis dans Break, je parle de plein de choses. Là où encore peut-être certains chrétiens vont dire c'est bien, ça ne concerne pas, parle-en. Mais quand je fais le morceau comme Les Carnets de Suzy par exemple, où là point par point je commence à aborder quelques petits dysfonctionnements, là effectivement ça met mal à l'aise. Bernard il me fait rire et parfois peur, avec ses discours tradis ultra conservateurs. Mais est-ce qu'il sait qu'en arborant la croix du Christ, il porte en fait l'insigne du plus grand anarchiste? Il aime dire que la grâce c'est pour le monde entier, mais à l'écouter, pas pour les gays ni pour les gens tatoués. Je le vois distribuer des bibles place du marché, mais je sais qu'il fait la guerre à son voisin de palier. Y'a Joséphine qui veut se rassurer à coup de légalisme. Sur Facebook elle commande tout en parlant de complotisme. Elle s'en fiche d'être une voisine ou même une citoyenne. Elle tout ce qu'elle veut c'est qu'on dise d'elle que c'est une bonne chrétienne. Et tous les deux persuadés de faire le bien, ils contribuent à dégoûter les gens de tout ce milieu chrétien. Et choisir le fanatisme avant l'amour, c'est dire Jésus je t'écoute avec les oreilles d'un sourd. Donc pour répondre à ta question, quelles sont les réactions que j'ai pu avoir? Vraiment des deux. Quand je dis des deux, c'est les deux, c'est côté un peu clivant, les deux pôles. T'en as qui vont dire c'est bien, merci, j'osais pas en parler, ça c'est bien, ça va peut-être ouvrir des conversations, moi je me suis reconnu dans tel personnage et tout. Mais des chrétiens, tu vois, que j'aurais même pas soupçonné qu'ils pensaient comme ça. Donc c'est cool, encourageant. Et oui, tu sens qu'il y en a qui ont été bien bousculés. Et là, on revient à ces fameux DM et ces messages de pourquoi tu parles de ça? Là, pour le coup, tu m'as perdu. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai déjà eu ces phrases-là. Je sais pas trop comment les prendre. Really? Oui, c'est ça. Vraiment? Et puis, je sais pas à quel moment, est-ce que c'est sur ce point-là et que le reste ils vont continuer à m'écouter, ou est-ce que tu m'as perdu dans le sens où ils vont me cancel? Tu m'as déçu. Ouais, je pense que c'est un peu ça. À mon avis, peut-être qu'il y a certaines églises qui ont peut-être même pu m'inviter pour certains. Tu crois à ce point-là? Vu parce que ta disco, elle parle pour toi quand même. Oui, il y a ça. Après, oui, ils peuvent sélectionner en disant si tu viens, parle plutôt comme dans l'album. Non, mais ce que je trouve terrible, c'est que tu as 11 ans de carrière. Ouais. Tu as toujours été ouvertement chrétien. Et là, parce que peut-être tu viendrais pointiller du bout du doigt, tu vois, genre quelques trucs, il y a ce truc de on t'invite plus. C'est quand même radical. Après, je sais, c'est une supposition, mais. Ouais, je pense que ce serait très minoritaire, ces églises qui feraient ça, mais ça m'étonnerait pas parce que ils peuvent se dire qu'une personne évolue, change,
Et tu sais, on en parlait, tu sais, ces fameuses inquiétudes, peut-être qu'il n'est plus chrétien. Et tu vois, un peu pour préserver la bergerie, il se dirait, on va pas prendre de risques, il va peut-être dire des choses qui ne sont plus bibliques. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour un responsable d'église, il pourrait avoir ce côté frileux. On va pas aller chercher plus loin. Oh là, il a eu un propos un peu nouveau qui me fait un peu peur. Vaut mieux plus trop l'inviter, celui-là. Tu vois, on a tellement de profils des gens qui évoluent, qui changent, qui peuvent se dire que voilà, moi je serais plus pertinent pour leur communauté. Et c'est ok, hein. Je peux pas m'imposer, tu vois. Comme on se le disait tout à l'heure, on a un propos, c'est à prendre ou à laisser. J'évolue, je grandis, j'ai la trentaine bien passée maintenant. Et ben j'ai des nouvelles choses à raconter. Ceux qui veulent m'écouter, ils m'écoutent. C'est marrant parce que tu viens de mentionner la bergerie. Ouais. Et moi, le morceau sur tout ton album qui m'a le plus touché, c'est Le Loup. Vraiment, ce morceau, en fait, il m'a tellement touché parce que tu mets des mots exactement sur mon vécu de la dernière fois que je t'ai vu. Waouh, ouais. Tu vois, ou quelque part, tu dis, j'étais devenu le mouton des bondieuseries. Oui, c'est ça. Et je veux pas devenir le loup. Et moi, vraiment, c'était ça. C'était genre, tout comme tu faisais référence tout à l'heure au fait de faire de l'entre-soi. Mm-hmm. Moi, j'en avais marre de l'entre-soi. Ouais. À l'époque, j'étais genre, je entre guillemets, incarner vraiment ce que je crois, entre guillemets, dans le vrai monde, sachant qu'on y est tous, tu vois. Ouais. Mais... Et puis, je te l'ai déjà dit, moi, ce qui me touche, c'est l'introspection, ouais. La vulnérabilité. Et sur ce morceau-là, c'est comme si tout ce personnage d'artiste chrétien que tu t'es créé à raison, hein, pour des tas de raisons, c'est comme si tu te déconstruisais en public sur ce morceau. Et là où justement, bah voilà, tu dis, je veux pas devenir le loup, tu vois. Ouais. Bref, est-ce que tu peux me parler de ce morceau? Parce que moi, ce morceau m'a énormément touché, tu vois. Bah, ça me fait plaisir, merci. Et en fait, je me rends compte, et c'est là que je vais quand même le dire dans ce podcast, cette phrase, Dieu est bon, oui, je veux le dire parce que je me rends compte que une des premières phases dans ma vie d'artiste, il y a un verset qui m'a toujours marqué dans la Bible, il s'est dit la vérité vous affranchira. Alors ce mot je comprenais pas trop, c'est quand on m'a dit la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Je ne sais pas. Mais moi je me souviens qu'à l'époque, tout au début quand je rappais, je prenais une voix comme ça, je disais des trucs n'importe quoi. Ouais, moi les guns, le sexe, la drogue, j'avais jamais touché à ces trois trucs là. Et je m'étais fait un personnage. Quand ce verset m'avait marqué en disant mais sois vrai, ça te rendra libre. Et ben moi mon côté vrai à cette époque-là, quand j'avais 16-17 ans, c'était chrétien. Oui, en fait, Mathieu, toi, ce que t'aimes, c'est Dieu. T'aimes la vie d'église. Donc, sois vrai, dis-le. Et t'as une voix plus aiguë. Et en fait, ça m'a effectivement rendu libre. Et ça m'a permis d'être le Mick, ensuite, ce Mick-là, donc il y a 11-12 ans, qui fait des albums. Un rappeur gentil. Parce que je suis né dans un cadre gentil, d'une culture familiale. Enfin, j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai pas eu à toucher de la drogue, des guns et tout. Donc, ça m'a affranchi. Mais il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées pour de nouveau me lier, dont la religion. Et c'est ouf, hein, de se dire qu'en fait, je me suis remis des nouvelles chaînes, un nouveau masque et de nouveau emprisonné. Et donc, 15 ans après, Mathieu, la vérité t'affranchira. Oui, mais donc va vers toi. La vérité, qui tu es. Enlève ce masque. Et le loup, c'était ça. T'es en train de devenir, voilà, t'es formaté. Et en fait, avoue-le. Tu sais, quand tu rentres après un concert et que tu sais qu'en fait, t'as utilisé tous les codes, je sais, comme on se le disait tout à l'heure, je sais exactement quoi dire pour qu'un public chrétien dise Amen. Mais vraiment, hein, je peux te le timer même si tu veux. Oui, dans tes paroles, tu parles et j'ai trouvé ça fort, tu dis, je me suis transformé en gourou entre la limite entre influence et manipulation. Ah oui, et c'est très facile. En fait, c'est glaçant de dire ça, hein. Mais là, je peux me trouver devant une scène, je sais exactement à quel moment je peux les faire dire Amen. Je sais, quand je dis de ce microcosme, j'avais les codes, c'est exactement ça. Et donc, tu peux venir en tant que brebis, oui, voilà, mais tu peux venir aussi très mal intentionné. Et ça m'étonne pas, hein, c'est triste, mais de voir tous ces influenceurs ou ces pasteurs ou ces orateurs, désolé, je suis obligé de parler qu'au masculin parce que il y en a quand même beaucoup plus, qui se jouent de ça et qui derrière sont des vrais loups, parce que quand tu vois ce qu'ils vont faire derrière aux jeunes femmes de l'église ou au détournement même financier, tout ce que tu veux, clairement un loup. Il est arrivé là, très gentil, tout blanc, avec des intentions malsaines. Et en fait, c'est le risque que je suis en train de prendre. Et là, il fallait, la vérité t'affranchira. Vas-y, dis-le. Dis-le en public, parce que oui, je suis sûr que ça fera du bien à plein de brebis qui se transforment en loups, là. Dans le cauchemar, j'étais cet artiste qui devant les spots et tout lisse, mais dont les potes disaient exécrable en coulisses. Pas de sourire pour la famille, mais pour les fans, il est intact. Alors que Dieu lui-même attend qu'on se recontacte. Je ressemblais à un gourou en prise incroyable. C'était même plus des prières, mais des punchlines interchangeables. J'avais toutes les formulations qui touchent à l'émotion. Je franchissais la ligne entre influence et manipulation.
Il n'y a pas de religion dans le star system. Dans toutes les loges, t'as les artistes qui font la course aux gemmes. Dans ce cauchemar, je vous voyais même plus comme des auditeurs, mais comme des acheteurs potentiels d'un marché porteur. Donc prie pour moi, sincèrement prie pour nous. Prie que le berger prenne son bâton et qu'il chasse les loups. Prie que jamais je ne devienne ce figuier desséché et que ce cauchemar ne devienne jamais réalité. T'as flippé à l'écrire ce morceau? Tu flippes toujours quand tu fais un truc un peu nouveau. Donc oui, mais la même sensation de la vérité t'affranchira. Fais ce truc-là, mets-toi à nu. En fait, tu verras que t'es très confortable et que c'est libérateur. Et quand t'as ces échos de gens qui disent merci, mais même comme toi, tu vois, des personnes qui comprennent ce que je veux dire, c'est gratifiant et tu dis ça valait vraiment le coup. Et à quel moment tu as eu cette prise de conscience que tu te transformais en loup? Déjà, j'en parle un peu dans mon critère incarné dans le morceau Temps mort, quand je dis que je commençais à porter ce masque même devant ma propre femme. C'est quand ça commence à dépasser la ligne du... En fait, ça commence à définir ton identité, tu vois. C'est facile de faire le mec sur scène et de passer ce cap entre influence et manipulation, mais quand ça devient vraiment toi et que tu deviens vraiment comme ça en off, devant ta femme, devant ta famille, etc., là, tu te poses vraiment des questions et c'est les signaux changent. Fumée noire, j'en reviens toujours à ça. Peau d'échappement, bien sale. Donc ouais, la réflexion est déjà venue bien avant. Toujours, on en revient à 2018. Ouais. Une sorte de Mayday. Je peux pas continuer éternellement à jouer ce jeu. Ouais, mais j'ai quand même envie de dire que ça continue, la réflexion continue, et je suis pas à l'abri. Dans 3 ans, on aura une même discussion. Je te dirais que en 2023, en fait, j'avais encore plein de choses à déconstruire. Je suis persuadé que c'est le cas, et que là, je suis pas en train de te dire que ça y est, j'ai atteint le c'est un chemin. Exactement. Et suivre Jésus, c'est un chemin. C'est ça. La vérité, justement, j'aime bien cette nuance que j'incorpore un peu ces derniers temps, on a grandi avec cette idée de Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, donc une sorte de vérité immuable, alors que justement vérité est entre chemin et vie, donc ça veut dire qu'en fait la vérité est un chemin qui t'amène à la vie, tu vois, c'est un cheminement. Ouais. Et je me souviens parfois des gens me demandent mais est-ce que tu es toujours en déconstruction, genre et en fait c'est un processus. Voilà, c'est un mouvement, c'est comme marcher en fait. T'es en équilibre, puis t'es en déséquilibre. Ouais. Et alors certes, c'est un mot qui est devenu un peu à la mode et tout. Et en bon hipster qu'on est, du coup c'est genre ah non, quand ça devient à la mode, on veut plus en être. Mais bon, que quand tu te plonges dans des écrits qui ont 10-20 ans, ce mot était déjà utilisé. Et en fait, c'est simplement le mouvement de se remettre en question, et c'est le mouvement, c'est la vie. Là où moi j'aime bien cette phrase qui dit là où il y a de la vie, il y a du bordel quoi. Tu vois, c'est genre voilà, c'est un cheminement. Ouais. Et encore une fois où un passage biblique m'a quand même aussi bien marqué, histoire que je connais depuis que je suis petit, Zaché. Tu vois, je voyais pas vraiment la portée que ça pouvait avoir là, moi, là, 35 ans, c'est quoi cette histoire qu'est-ce qui peut m'intéresser? Tu le disais tout à l'heure, à un moment donné, t'as juste envie d'être vrai et de voir, tu vois même plus c'est qui Jésus, tu vois surtout la religion et les codes. Et en fait, j'avais lu juste ce commentaire qui disait que le fait qu'il soit petit et qu'il y ait trop de foule autour, lui, il était déterminé à dire non, moi, je veux vraiment passer outre cette foule et ce buzz. Il y a un Jésus qui passe, il y a plein de gens, tout le monde parle de lui. T'as très vite fait de dire ouais, il est passé dans ma ville, j'étais là, je l'ai vu, tu sais, c'est genre tu fais tu prends le un FOMO, là j'ai fait j'y étais, mais en fait tu l'as jamais vu. Et lui il a pris ce risque de monter sur un arbre et de s'afficher, et puis j'ai lu les trucs qu'en fait il était quand même plutôt bien placé dans la société, c'était quand même un gars qui était plutôt riche, était chef des douaniers là, des péagers. Du coup il s'affiche publiquement, socialement, mais juste parce que attends, je veux le voir juste vraiment de mes propres yeux, et viens on parle. Et il l'a invité chez lui. C'est différent. Et en fait je me dis qu'on se le dise à un moment donné, dans l'église, on est beaucoup à juste faire des selfies, on est au bord du truc, qui est vraiment monté? Bon, je vais pas commencer à faire en mode qui est chrétien ou pas, je sais pas ça, mais voilà, moi, Mathieu, monte sur le sycomore, monte sur l'arbre, vais faire un petit face-à-face et parle vrai, parce que là, pour l'instant, t'as tous les codes, et c'est triste, mais parfois, je me demandais, est-ce que, tu sais, quand on dit, ouais, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur, tu vois, c'est la phrase clé. Parfois, je me demande si ça n'a pas été fait en 2018. Ouais, moi aussi. Tu vois alors oui, on peut dire oui, sauveur depuis longtemps, mais Seigneur vraiment en 2018. Ça, c'est un peu la formulation qu'on va sortir dans tous les témoignages. Mais ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que ce vrai cheminement de je veux être vrai, je veux monter sur l'arbre. Ouais. Ça va être compliqué, les gens vont rigoler, vont dire mais qu'est-ce que c'est, vont unfollow, vont polémiquer.
Ah, tant pis. Je suis sur l'arbre, on se regarde. Polémique. Polémique. Ouais, ça sera mon prochain album, ça. Polémique. Mais voilà. Et ça fait tellement du bien. On a eu ce cœur à cœur. Il est venu chez moi. On a parlé, on a ouvert le capot. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Enfin, dans le sens où, tu sais, c'est le terme de conversion, c'est de changer de vie. Ouais. C'est la métanoïa. Ouais. Et moi, c'est vraiment tellement paradoxal, alors que ça ne l'est pas en vrai, mais ça peut paraître paradoxal que en quittant, en faisant un break pendant plusieurs années, de quelques années d'aller à l'église et de vraiment de déconstruire et de remettre les choses en question, sachant que, entre guillemets, là j'en parle publiquement, mais en fait c'est un processus qui est enclenché depuis 6-7 ans, et déjà, encore quand j'étais encore à l'église et tout. En fait, c'est comme une sorte de crise d'adolescence, tu vois, de genre, il y a les croyances héritées, tu construis ton ego, ton persona, vraiment, même quand on n'est pas artistique, quand on n'est pas artiste, on se crée un personnage. Et en fait, je me souviens quand, par exemple, c'est vraiment personnel, mais quand la dichotomie sauver, pas sauver a sauté pour moi. Il y a vraiment, j'ai utilisé un terme biblique, des écailles qui me sont tombées des yeux, tu vois. C'était plus des gens à convertir, c'était des gens à aimer, j'étais pas mieux qu'eux, tu vois. Et en fait, je sais aussi que notamment le travail thérapeutique et le fait de regarder son obscurité dans les yeux, au lieu de dire, voilà, Jésus, tu me blanchis et je mets toute ma noirceur sous le tapis. En fait, il y a eu une acceptation. J'ai arrêté d'être en combat contre moi-même. Tu vois, j'ai arrêté de me battre. J'ai fait un câlin avec moi-même. Et je crois qu'en réalité, c'est ce que Jésus fait aussi avec nous. C'est contre cette idée de sanctification où il faut tout le temps se battre contre soi, quoi. Et c'est comme si le fait d'accueillir qui je suis, je ne pétais plus haut que mon cul. Je me sentais vraiment au pied de Jésus, en mode en fait, j'ai besoin de toi. Viens me rencontrer dans ma faillibilité, dans mon humanité, plutôt que d'avoir des œillères ou de jouer aux pharisiens ou de celui qui coche toutes les cases, parce que j'ai vraiment coché toutes les cases nécessaires pour être le good Christian boy, tu vois, et le good Christian man. Et c'est marrant parce que vraiment, là où d'autres pourraient se dire il est en train de se perdre, il va plus à l'église, il déconstruit je sais pas quoi, il croit plus dans certaines dans certaines des croyances vraiment fondamentales, et on n'est pas là forcément pour en débattre, mais il y a plusieurs choses qui ont vraiment sauté, que certains diraient bah non, ça c'est fondamental. Et en fait, je me sens beaucoup plus proche de Jésus. C'est comme si je l'avais vraiment réinvité dans mon cœur. C'est ça. et où je me laisse plus transformer. Voilà. Non mais c'est beau. Non mais c'est ça. Et il faut avoir cette honnêteté, ce truc, se dire ça s'est fait très tard, beaucoup plus tard que ce que moi j'aurais pu imaginer. Mais vaut tard que jamais. Et puis, je tiens quand même à le préciser, parce que je me dis là, si je dis à tout le monde, c'est qu'en 2018, ils vont se dire, mais attends, toute cette discographie avant. et qu'en fait. Oui, il faut rajouter des nuances. Oui, et c'est pour ça que je la laisse aussi, parce que si j'avais été faux tout le long, j'aurais dit, non, en fait, tout n'écoutez pas. Or, si, il y avait de la sincérité, j'écrivais vraiment avec ma sensibilité de l'époque, mais j'ai évolué, j'ai grandi, et c'est beau de le relire, même de réécouter parfois ce que j'ai écrit. On te voit évoluer, c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est ça. Et je pense que j'aimais, on va dire, de tout mon cœur, Jésus, oui, j'avais envie d'être ce bon chrétien, comme tu disais. Je pense que ce qui a vraiment changé, encore avec ce moment charnière-là de 2018, c'est que on a gagné peut-être en authenticité et en vérité et en transparence. Et donc le masque est vraiment plus tombé là, même si les intentions étaient bonnes au départ. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand ça devient ton travail. Je crois qu'on en parlait un petit peu sur WhatsApp en off. Après la frontière aussi. Entre Mathieu, Mick, mon travail, moi c'est vraiment mon gagne-pain. Autant que quand j'ai commencé à faire mes premiers albums, j'avais un boulot, donc c'était le soir et les week-ends. C'est facile de pas trop se perdre parce que je sais que en vrai, je suis responsable de vente et je m'amuse à faire de la musique. Là, aujourd'hui, mon travail, c'est Mick. Et donc, qu'est-ce que je vais dire publiquement? Qu'est-ce que je vais garder quand même dans mon jardin secret? Et comment tu opères cette je sais pas comment dire, cette séparation entre Mick et Mathieu? Cette schizophrénie. Non, c'est pas de la schizophrénie. Non, mais oui, c'est une bonne question. Surtout, ce que je trouve intéressant aussi dans ta démarche,
c'est que, et c'est en ça que peut-être je suis aussi un peu un produit évangélique, en tout cas de cette culture, c'est qu'on nous a invités à être des sortes de livres transparents. Ouais. Tu sais, de toujours. Et je pense qu'il y a que sous certains aspects, c'est une bonne chose, mais que sous d'autres, justement, tu me parlais de jardin secret. Moi, c'est en thérapie que le terme de jardin secret est arrivé, tu vois. Et donc, du coup, il y a ce truc, cette invitation à être transparent en toute chose, là où toi, quand même, dans ta démarche artistique, il y a besoin de protéger une partie privée. Bien sûr. Parce que, justement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toutes ces années, tu t'es créé ce personnage, justement, cette carrière artistique en tant que musicien, rappeur, beatmaker, entre guillemets, chrétien. Et c'est comme si cette image t'avait rattrapé et qu'elle t'avait échappé des mains parce que tu es devenu leur rappeur à eux, rappeur religieux. Ouais, c'est tu ça, vois. exactement ça. T'as vu la pirouette que je viens de faire ? Bien joué, et tu l'as bien retenu. Oui, bah en fait, c'est exactement comme un auteur qui crée un personnage dans un roman et qui en fait s'y perd, et en fait c'est moi le personnage, et qui quand il sort dans la rue, bah, il se comporte comme son personnage et en fait il sait plus qui il est vraiment. Et bah, c'est justement la thérapie qui m'a aidé à... Alors je crois que je te l'avais dit, c'est plus vraiment une sorte de masque, c'est comme un manteau. Quand tu arrives à la maison, tu déposes le manteau sur le porte-manteau et Mick, c'est bon, c'est fini, ça c'est, tu le remets le manteau demain quand tu sors. Et cet alter ego, dans un sens, va beaucoup puiser de chez Mathieu. Donc toutes les réflexions que j'ai en tant que français d'origine malgache, je sais pas, qui aime le basket, qui a une culture chrétienne, ça, ben je vais m'inspirer et Mick va en parler. Et c'est là que c'est cool quand tu vois que des gens s'y reconnaissent et s'identifient au texte. C'est ton porte-parole. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, bah, si Mathieu en privé va vivre quelque chose de très intime, de très fort, bah, il va en parler bien sûr. Bah, il le vit avec sa femme. Que le cercle très proche de la famille peut-être qui va être au courant, mais ça peut-être qu'elle n'a pas besoin de le crier sur tous les toits parce que Mick, c'est pas Mathieu. Mick s'inspire beaucoup de Mathieu, tu vois. Mais il n'y a jamais eu de différence. Je sais qu'il y en a qui aiment se créer des alter-ego pour montrer ce qu'ils auraient aimé être mais qui ne sont pas du tout. Moi, c'est pas le cas. Je suis comme très proche de ce persona. Il raconte quand même des choses de ma vraie vie, même parfois des vraies expériences. Il y avait le morceau 13-11 où je parle du 13 novembre parce qu'on a pu vivre dans Paris quand il y avait les attentats avec ma femme. C'est une histoire vraie. Donc là, pour le coup, je raconte factuellement ce qui s'est passé. Donc Mick prend la parole pour Mathieu. Mais il y a d'autres sujets beaucoup plus intimes que je ne vais pas me permettre de dire parce que c'est dangereux. On reste quand même dans un monde dangereux. Même chez les chrétiens, tu peux être très vite vriller dans la médisance ou dans les commérages, des ragots, etc. Donc pour se protéger, je me fixe une ligne d'intimité. Donc tu as vécu des moments comme ça ? Enfin, je veux dire de ragots, où tu as dû justement te protéger ? Oui. Bah, ça encore, ça se traduit surtout dans les messages et des rumeurs. Après, des fois, j'entends des choses, des gens qui pensaient ça de moi, etc. parce que ça n'a pas été compris. Mais c'est quoi les rumeurs ? Alors, parfois, c'est de l'ordre sentimental. Parfois, mes choix. Les gens pensent avoir interprété mes choix. Par exemple, le choix de ne pas être parent. Je pense que les gens se sont... j'ai cru comprendre que d'autres ont donné une raison à ça, mais qui ne venait pas de moi. Ah oui, c'est parce que ceci, cela. Donc je reçois un message et limite, c'est déjà très avancé dans leur tête. Ils placardent sur toi leur projection. Voilà, c'est ça. Et là, ça devient vraiment très personnel. On est au-delà de ce que je raconte dans mes musiques. Et c'est là que je me suis dit, ok, on va quand même faire attention à bien tracer une ligne. Ok, les gars. C'est pour ça que déjà, même sur mes réseaux, il n'y a pas la photo de ma femme. Ouais. Notamment, on s'est mis d'accord, c'est elle qui préférait rester assez discrète et on me l'a déjà fait remarquer. Tout ça, j'ai un concert, oui, tu parles pas assez, limite, tu mets pas assez en valeur ta femme, tu parles pas assez d'elle. Et alors tu vois, que tu lui fais de jolis hommages dans ton album. Hein. Oui, c'est vrai, j'essaie quand même de... Mais c'est un choix perso. Et c'est là où on en revient un peu à c'est où la frontière entre le côté transparent du chrétien, on doit tout dire, tout montrer, parce que oui, on est formaté dans l'homme de Dieu, toujours bien accompagné fièrement de sa femme dans son ministère, puisque c'est... Bref. Et ça, c'est pas le format qu'on voulait. Moi, c'est mon travail. Elle fait sa carrière aussi. Donc oui, on a été confronté quand même à cette ligne qui est assez floue. Et je serai jamais là pour donner des leçons. Chaque artiste, après... va fixer cette ligne plus ou moins proche de sa vie privée ou pas. C'est ce qu'on disait, utiliser son vrai nom ou pas. Moi, j'admire ceux qui le font parce que pour moi, il faut quand même une force mentale pour se dire, ok, après, j'arriverai, t'inquiète, à faire la différence entre ma vie pro et ma vie perso et protéger mes intérêts perso et protéger mes intérêts... Ouais, non, mais ton travail. Tu vois, mon travail. Donc voilà, c'est vrai que c'est un défi. Surtout que le nom Mick,
est pratiquement né dans mon adolescence aussi. Ouais. Donc, tu vois. Et Mick, ça veut dire humble, hein, je me trompe pas? M-E-E-K, oui. C'était le mot d'origine, ça veut dire humble, doux, docile. C'est un mot biblique d'ailleurs. Dans le vieux français, c'est débonnaire. Ouais. Et en fait, le nom a été pris après. J'ai reçu un mail qui disait que ouais, tu peux plus utiliser ce nom en tant qu'artiste. Du coup, j'ai dû changer une lettre pour garder la sonorité. Donc, Mais ça montre bien ta posture de l'époque. Il y a ce que humble, exactement. soumis, gentil, doux. C'est une image qui te colle à la peau. Alors, il y a ce côté rappeur, donc il y a ce côté genre, allez, c'est bon. Ouais, Enfin, je sais que tu n'es pas que rappeur, hein, on s'entend bien. Ouais. Mais donc, ça casse un petit peu cette image-là. Mais malgré tout, quand même assez doux. Là où, justement, break, ça met un petit break, quoi. Ça met un petit point de rupture. Oui, c'est intéressant. C'est comme si, ouais, effectivement, mon nom de scène avait déjà un peu formaté ou limité mon œuvre. Bah, t'es Mick, bah, dans ce cas, sois Mick, alors. Hein, tu vois, sois humble, sois doux, sois docile. Et tu peux être complètement... Ah oui, bah ça, en thérapie, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais la différence entre passif, agressif et au milieu assertif. Et on m'a dit, Jésus, il était les trois. Moi, je fais quoi? Mais Jésus, ils se sont connus comme être doux, docile, justement. Oui, ça, c'est ce côté passif. Il l'a été quand tu l'emmènes pour qu'il meure à la croix. Donc oui, il a subi. Mais il y a des fois où il a été clairement agressif. Donc là, on reprend souvent l'exemple du temple où il pète un câble. D'ailleurs, il s'est construit un fouet. Ça m'a toujours marqué, cette histoire. C'est drôle. J'imagine pas Jésus construire un fouet. Ouais. Il a pris le temps de se dire... Attends, il me saoule. Je vais leur exploser la gueule. Hein. C'est exactement ça. Et aussi, au milieu, le côté assertif, il fait valoir ses droits. Il va dire les choses comme il le faut, avec justesse, mais sans être trop agressif, sans non plus se laisser marcher dessus. Et ça, c'était tellement libérateur quand je me suis dit, ouais, Mick, t'as le droit d'être agressif. T'as envie de l'être, hein? Oui. Eh ben vas-y, fais valoir tes droits aussi, sois assertif au moment, mais apprends à être passif, parfois aussi à laisser passer les trucs. Ouais, et ça m'a tellement été libérateur. C'est une voiture à 3 vitesses. Bien. Ah bah écoute, prochain album, je note. Ah, je veux 10% sur tes ventes. Mais tu vois, encore une fois, formaté. Après, je dis pas que tous les chrétiens sont formatés comme ça. Je pense qu'il y a des églises qui accompagnent bien. Mais moi, j'ai trop entendu le discours, les émotions, je le dis dans un de mes raps, tes émotions négatives, eh bien, cache-les bien. Réprimer, colère, tristesse, frustration. Non, ça, c'est pas chrétien. Ouais, c'est le trio, ça. Ouais. Et après, comment ça s'exprime comment? Mais moi, c'est la beauté de la musique ou de toute expression artistique, c'est que tu peux... T'as l'espace. Ça a vraiment toujours été ma philosophie. Encore une fois, je vais placer Sens Créatif, mais c'est mon autre podcast, donc, pour ceux qui n'avaient pas la ref. C'est vraiment, et c'est ce que je trouve beau dans ta démarche, c'est on vit tous des choses, on a tous des casseroles, on a tous des choses qui nous vont pas. Et il y a surtout à l'ère des réseaux sociaux, il y a cette grande tentation d'aller sur les réseaux et de balancer son désarroi, sa frustration, sa colère un petit peu à la vas-y comme je te pousse, que si on prend le temps de faire un morceau de musique, un poème, un podcast, un film, un livre, une BD, que sais-je, et tu vas dans ton studio et tu bosses 3 heures ou 3 ans sur une œuvre, et puis tu la proposes, j'ai bien dit propose et pas imposer, tu la proposes au monde, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a c'est comme si on faisait un cadeau avec un joli packaging, avec le fait que ça a été pensé dans un certain style, et c'est un cadeau qu'on offre aux gens, encore en plus, toi... ou moi d'ailleurs, nos contenus sont gratuitement accessibles partout. Il n'y a plus forcément besoin de les acheter. Il y a au moins eu cette réflexion. Et c'est en ça que pour moi, la production artistique est très importante pour moi parce que c'est un créateur de pont. Tu vois, voilà, est-ce qu'on peut en discuter? Et t'es pas... j'aime bien cette phrase qui dit « Tell the truth, but tell its length ». Dites-le parce que a priori, la vérité telle qu'elle est, elle est difficilement appréhendable. Et donc, en fait, si tu le sublimes à travers des textes, parce que par exemple, tes textes, il faut les décrypter. Moi, il y a des groupes de musique dont j'étais ultra fan, que en fait, tu es sur des groupes de discussion, genre, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu sais, les trucs un peu cryptiques, un peu mystiques comme ça. Et en fait, c'est ça la beauté du truc, c'est qu'il peut y avoir tellement d'explications, de sens, et que tout le monde peut se l'approprier, plutôt que de justement prêcher aux convertis ou de... c'est ça. Et donc, voilà, tu vois, tu sublimes des choses à travers ton art. Et l'art, c'est beau parce que oui, ça fait cet espace de défouler, tu peux dire. Et combien de morceaux, en fait, ça, les gens ne savent peut-être pas assez, ne sont pas passés
après que je les ai écrits, je me dis, mais en fait, je vais pas les publier parce qu'il fallait ce temps de vomi. Et quand j'écrivais, c'était thérapeutique. Ouais, mais non. Et en fait, je me rendais compte que ça allait être trop trash, mais en même temps, je l'ai vomi. Et ce texte avait rempli sa fonction. Ça m'a fait du bien. En fait, il était pour moi. Et je le garde, je le sortirai jamais. Mais au moins, ouais, je pense que cette étape, je suis content d'avoir l'art et d'avoir peut-être une facilité aussi à écrire et à exprimer des choses en écriture et en musique. Parce que oui, la colère, c'est sain. Enfin, il peut avoir des colères saines, être complètement scandalisé par l'injustice, c'est sain et c'est divin. Donc certains vont le faire en criant dans la rue. Moi, si j'ai cet espace musique, papier, micro, je vais le faire là. Et donc ouais, pour moi, ça a été quand même très très salvateur d'avoir la musique. Et est-ce que tu arrives à t'émanciper d'être ce rappeur à eux, rappeur religieux? Ben, je suis content parce que plus le temps passe, donc lancé à plein temps en 2017-2018 du coup, au départ mes clients, en tout cas c'était les concerts chez les chrétiens, etc. Là je crois que j'arrive enfin à ce cap du 50-50. Donc quand je dis 50-50 c'est mon... Oui. Ouais, on y arrive, c'est que d'avoir une certaine légitimité, une pertinence. Quand je suis invité dans les lycées, collèges, je crois que je l'ai déjà dit, mais je donne des cours à la faculté de musicologie de Tours, donc mes étudiants ce sont des profs de musique. Donc là je parle de l'apport culturel et littéraire du rap, etc. Quand j'écris aussi pour des publicitaires. Ah, c'est vrai. Pour à la télé, des opticiens, des banques qui font appel à mes services d'écriture. Et en fait, d'avoir cette légitimité-là de la plume, ils reconnaissent la plume. Donc je suis plus le rappeur à eux, ils se disent pas « Ah oui, mais rappeur chrétien, non, ça m'intéresse pas. » Non, ils reconnaissent la plume. Écris-moi une chanson pour mon album. Je crois pas du tout en Dieu par contre, mais pas de souci. Écris-moi pour mon dentifrice. Spot publicitaire, c'est ça. Ou interviens dans mon collège-lycée, par contre laïcité, tu connais. Oh oui, t'inquiète. Mais on aime ta façon. C'est beau. Et ça c'est beau. Donc là, je me dis, je suis vraiment reconnaissant. Je sens que pour certains, je reste leur rappeur à eux. Et puis c'est ok, c'est pas grave. Si vous aimez mon propos, vous voulez toujours m'inviter dans les églises, je viendrai toujours. Mais de ne plus avoir que cette étiquette, plus ça avance, je suis content. Ouais. Et j'aimerais que ça avance toujours dans ce sens-là. Et mais j'ai eu cette démarche-là aussi quand j'ai lancé Sens Créatif. On m'a dit genre, mais pourquoi tu le fais pas pour les chrétiens? Et je suis là, mais en fait, c'est aussi pour eux. Enfin, je veux dire, c'est pour tout le monde en fait. C'est ça. Genre, avant, ma production, et vraiment pendant longtemps, et c'est en ça que sur des chemins et des carrières un petit peu différentes, mais plus ou moins il y avait ça, ce truc de, on a une passion, un talent, des croyances, on veut les mettre au service de notre communauté, de notre famille, c'est normal. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte de de la rigidité du discours de genre ouais on peut et tout, c'est cool, et en fait tu te rends compte que quand tu essaies de juste bouger une petite pierre ou ceci cela, en fait il y a une sorte de sclérose théologique, pas partout, on s'entend bien dans certains milieux, je précise, la généralité est vite fait, mais que en tout cas dans les milieux ou associations dans lesquelles j'étais impliqué, il y avait ce truc de c'est trop rigide, et en fait, j'en ai eu marre, en fait. J'étais genre, je veux vivre, même si c'est pas entièrement juste, soi-disant, théologiquement, je veux vivre dans ma vulnérabilité, dans ma fragilité. Je veux me mettre en mouvement, et aussi, je ne veux plus être dans un fonctionnement tribal. Tu sais, il y a ce fameux ne pas être nul n'est prophète en son pays. Je pense que j'ai vraiment essayé de donner aux miens, et que j'arrivais pas à donner à la hauteur de ce que j'avais envie de donner. C'est ça. Mais ça, c'est parce que tu as réussi à délimiter, à comprendre que c'était ta direction artistique. Et moi, pareil, je pense que là-dessus, on se rejoint. Et c'est en ça que j'ai quand même envie d'apporter une nuance pour ceux qui continuent à vouloir produire pour les chrétiens. J'ai entendu un rappeur un jour qui disait « Non mais moi j'en ai marre, je fais pas de la musique pour les groupes de jeunes. » C'est un rappeur américain qui avait dit ça, et ça m'avait marqué. Je fais « Mais oui, c'est vrai. » Moi, j'étais très vite fait à rentrer dans ce truc-là. On dirait que c'est devenu mon public, mais en vrai, j'ai pas envie que ce soit... Là, j'ai envie de parler à des gens de mon âge, et puis pas que des chrétiens. Et donc oui, parce que j'ai choisi cette direction artistique. Mais je pense qu'il peut y avoir, et il y en a, des artistes qui, en pleine conscience, 30, 40 ans, tout ce que tu veux, se disent « Ah non, moi, mon public, je veux que ce soit l'église, les 4 murs. Je veux édifier l'église. Grand bien t'en face, continue et fais-le, je t'encourage. Moi, c'est pas ma direction artistique, mais vas-y. Ce n'est plus, c'est vrai. Et parce que je n'ai pas envie. Mais je pense que... Ouais, je voudrais pas que notre discours, tu vois, culpabilise ceux qui se disent « Ah non, moi, je fais un contenu pro-chrétien. » Tu t'aimerais leur dire quoi aux personnes qui aimeraient peut-être qui se projettent dans ta trajectoire et qui peut-être aimeraient percer dans le game ou dans le milieu chrétien et qui ont ça à cœur, en fait. Tu vois, t'as 11 ans d'expérience là-dedans. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
j'aimerais leur dire va vers toi. non mais ouais, c'est ça. Enfin déjà oui, intrinsèquement au fond, qu'est-ce que t'as à raconter de nouveau, d'intéressant, ta vie, tes cicatrices, ton parcours, ta culture, c'est quoi, t'es qui toi? Et après, deuxièmement, et du coup, à qui t'as envie de parler? Parce que on est très vite fait de se dire, on veut faire plaisir à notre pasteur ou à notre communauté. Mais au fond, comme tu disais, si on creuse, non, moi, j'ai vraiment envie de parler, je sais pas, moi. Il y a une multiplicité de aux chemins enfants. qui s'offrent. Voilà, c'est ça. Mais il faut se connaître d'abord. Ouais. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, t'as tellement envie de crier aux gens, allez en thérapie, faites au moins quelques Ouais, séances. c'est clair. Parce que tu découvrais tellement de trucs en disant, mais oui, c'est ça le vrai moi. Mais oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça, en fait. Et c'est tellement précieux. Mais je me souviens vraiment de quand on me disait genre mais ça peut être pour les chrétiens et c'est comme si vous le voyez pas mais je fais un cercle avec mes doigts, c'est que avant ben voilà, c'était ça ma tribu et puis après mon cercle s'est élargi justement à ce moment où genre mes écailles me sont tombées, je voyais plus le monde en sauvé, pas sauvé, personne à convertir, personne qui est in or out, tu vois. Et en fait, mon cercle il est devenu infini. Pour moi, c'était mais en fait les chrétiens sont toujours ma tribu d'origine est toujours dans le cercle, en fait. Ouais. C'est juste que le cercle s'est élargi. Donc, please, si vous avez envie de vous faire mon travail en tant que podcasteur, que ça puisse servir votre communauté, mais j'en serais ravi. C'est juste que je refuse désormais la position tribale de créer du contenu pour les chrétiens, enfin, par des chrétiens pour les chrétiens. Ouais. Tu vois. Et désolé, je sais que d'habitude, c'est comme toi qui poses des questions, mais j'ai une question à te poser. Non, mais je t'en prie. Du coup, quels sont, après toi, je suis curieux de savoir, tes garde-fous et du coup tes flags, parce que je pense qu'on pourrait se dire, la déconstruction, c'est une sorte d'émancipation, tac, tu vas loin. Quand est-ce que tu peux te dire, oula, je vais peut-être trop loin, ou tu vois, même pour garder un vocabulaire très vite, je m'éloigne de Jésus, tu vois, parce que là, on a l'impression que ouais, on part, mais on part avec lui, oui. Mais quand est-ce que tu te dirais, là, par contre, je vais trop loin, c'est quoi tes red flags, tes garde-fous? Ouais, bah, je pense que tu fais référence à la mention de l'infini, que avant c'était plutôt bien défini, et puis voilà, c'est ça. Donc au fur et à mesure, c'est comme si mon cercle s'élargissait, et c'est hyper stimulant. Oui. C'est hyper chouette, tu gagnes en perspective, tu dis on peut voir ci, comme ça. J'aime bien l'image d'un diamant que tu peux bouger et voir différentes faces. Et puis, j'aime bien ce truc de la vérité qui serait un diamant à plusieurs facettes. Ça peut en faire grincer des dents quelques-uns, mais voilà, je trouve ça là. Et puis, je pense qu'à force de déconstruire, alors ça m'a fait du bien, moi, de quitter des certitudes qui m'ont construit pendant un temps, mais qui à un moment donné devenaient sclérosants. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de mouvement. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, mes croyances sont devenues très vaporeuses, en fait. Donc, en fait, ça m'a fait énormément de bien de me laisser tranquille, d'arrêter de me mettre la pression, de vouloir à tout prix coucher toutes les cases et bien tout faire, parce que j'ai vraiment ce truc de vouloir être un good Christian man, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, voilà, je me suis laissé la liberté d'arrêter de me mettre la pression, de plus lire la Bible, de plus prier, de plus aller à l'église. C'est comme si je m'étais... enfin, tu sais, on t'a toujours dit... Est-ce que tu as vu la série Unorthodox ? Non. Voilà, sur Netflix, formidable. Je vois, mais il y a vraiment ce truc de... Si tu fais un pas de caté, tu vas crever, quoi. Ok. Tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis permis... Alors, d'abord les doigts de pied, puis les pieds, puis... Enfin, vous n'allez pas vous imaginer des trucs trop terribles non plus, hein, mais ce truc de genre lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aussi un sujet chez moi qui n'est pas facile, à bien des égards. Et justement, ce truc de contrôle, de sécurité au final. Et en fait, je me suis lâché la grappe. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Et je me suis plus mis la pression, etc. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure, tout est devenu un peu vaporeux. Ouais. Tu sais, Dieu devient l'univers. Il y a une sorte de truc vraiment un peu... infini, et c'est comme si j'étais dans Alice au Pays des Merveilles, tu sais, quand elle est en apesanteur comme ça. Tu vois, Jérémy, t'es en train de dire que t'étais en train de tomber. Ouais, ok, d'accord, si vous voulez. Moi, je voyais pas ça comme ça, mais en tout cas, une sorte d'apesanteur. Et en fait, il y a eu un moment donné, je dirais il y a une petite année, où je me suis rendu compte que c'est toujours la réalité qui t'enseigne, hein, que mon éducation avec mes enfants, mon travail en tant qu'entrepreneur et mes croyances, tout était vaporeux. Et en fait, il y a eu un moment donné, et je voyais les effets que ça créait aussi dans mes résultats en tant que professionnel,
enfin en tant que dans mon travail, quoi, et avec mes enfants. Et je me suis dit, je crois que j'ai besoin de remettre un cadre. Ça veut pas dire que ce cadre, c'est le cadre. Ouais. Mais il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, je me suis lâché la grappe, ça m'a fait du bien. Mes compréhensions sont devenues vraiment larges, en tout cas plus larges. Pour d'autres, peut-être, je suis un petit joueur, mais pour moi, en tout cas, de là d'où je viens, c'était genre vraiment me prendre des largesses. Et puis, il y a eu ce truc de, ok, je pense que j'aimerais me remettre une forme de cadre. Et c'est en ça que j'ai entrepris le fait de me remettre, ça fait une petite année que de temps en temps, je vais dans une église réformée qui me fait beaucoup de bien. Et où je me suis dit, ok, je peux refaire un petit bout de chemin là, tu vois. Ouais. Je me suis remis timidement à prier à nouveau, mais justement grâce à cette tradition protestante réformée qui a un regard un peu plus différent sur la prière que celle dans laquelle j'ai grandi. Je me laisse rencontrer plutôt que d'être dans un truc combatif, tu vois. Okay. Et la Bible, à l'heure où je te parle, j'ai toujours un peu du mal. Je suis toujours occupé avec ces sujets, mais la Bible en soi, j'y arrive toujours pas, quoi. Okay. Mais j'ai un profond respect pour le livre, et peut-être qu'un jour, et j'espère pouvoir le réouvrir de manière apaisée. Mais et ce podcast, au final, c'est un processus de réintégration, tu vois. C'est genre, je lâche pas l'affaire, en fait. Tu vois. Ouais, je sais pas, est-ce que ça répond à ta question? Oui, clairement. Ça évoque quoi pour toi? Oui, c'est ça, ce côté... Je te fais une passe de basket. Yes, j'essaie de bien maîtriser ça. Toi, c'est plutôt les red flags, on va dire, ce côté vaporeux que tu décrivais. Moi, je me dis toujours, à partir du moment où on en revient à l'amour, en fait, où tu te rends compte que t'aimes plus vraiment les gens. Ouais. T'as plus de considération, enfin, chrétien ou pas, en fait, si tu commences à être un peu inhumain dans le sens où, en fait, j'aime plus les gens. Ça ne me fait plus rien de voir qu'un bateau coule ou des gens meurent. Et ben là, red flag, tu vois, tu dis, déconstruction, oui. Mais si ça arrive à un point où... c'est un peu ce que je te disais avec ma famille, c'est qu'en fait, oui, d'accord, tu déconstruis, t'apprends, tu regardes dans l'arbre généalogique, tu te rends compte qu'il y a des choses mauvaises. Tu parles de la désolidarisation. Voilà, c'est ça. J'aurais bien fait de finalement rester loin et j'aime plus ma famille, c'est n'importe quoi. Ok, bon, c'est une réaction. À un moment donné, il va falloir équilibrer les choses. Et moi, comme je reste quand même croyant et je sais que Dieu est amour, et du coup, la déconnexion serait complète à partir du moment où il n'y a plus d'amour. Ah, mais moi, l'amour... L'amour christique, c'est pendant toutes ces années vraiment où quelque part j'étais un peu désengagé, c'est vraiment j'ai deux choses qui me sont restées. C'est le message d'amour du Christ, son message à lui, les évangiles, et vraiment une vision de la vie rédemptrice, quoi. Tu vois, c'est ce truc de tu brûles la maison et tu regardes ce qui reste. Et pour moi, vraiment, c'était ça. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû me désolidariser à un moment donné. Parce qu'en fait, pour moi, quand Jésus dit que toute la loi, elle est résumée par le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme toi-même. Mais moi, en fait, il y avait tellement de choses que je trouvais problématiques par rapport à l'amour du prochain, qui l'instrumentalise, qui le diabolise, qui le juge, qui l'accepte pas tel qu'il est, pour des tas de raisons, où j'étais genre, je suis désolé. Le commandement premier du Christ n'est pas majoritaire dans ce que je vois, et donc en fait c'était genre je peux pas, en fait je peux pas, là où aujourd'hui je réépouse la conversation, mais moi vraiment l'amour c'est ce qui m'a gardé, et ça explique aussi pourquoi j'ai à un moment donné dû dire désolé, je fais un break, tu vois. Et oui, et je pense qu'en fait c'est important de se désolidariser des mauvaises choses, parce qu'effectivement moi, je reste encore scandalisé quand on parle d'amour, mais quand on voit, je le dis à un moment, le dimanche matin, ça chante « Aime ton prochain comme toi-même », dimanche après-midi, ça vote des lois contre les étrangers. Pour moi, à un moment donné, ça devient, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça devient clairement politique, presque. C'est que quand on le voit plus. Dans les faits, il y a aucune... On est tellement plus pertinent. Alors, il y a eu des moments dans l'histoire où, bien sûr, les chrétiens ont contribué à ce que socialement, ça bouge. Quand socialement, comme dans les faits, dans ton quotidien, quand tu descends en bas de chez toi, il n'y a pas l'amour christique dont tu parles. Alors que Jésus lui-même, l'exemple lui-même, c'était lui qui allait parler avec des gens de mauvaise vie, etc. On a arrêté de le suivre, lui, pour inventer une structure, le christianisme, et puis des codes, et puis des valeurs bien pensantes, et plein de choses. On l'a oublié, lui. Et du coup, c'est ça, en fait. Je me désolidarise de ces chrétiens-là. Voilà.
Mais pas de l'humanité, quoi. Mais pas de l'humanité, mais pour me solidariser davantage à Christ lui-même, pour dire, ok, comment tu veux que j'aime mieux? En fait, je comprends pas. Tu vois, même les questions, on va pas épiloguer sur ça, mais quand même, l'homosexualité, enfin, tu vois, ça, on a tellement, la structure chrétienne a tellement mis des barrières qu'en fait, on sait pas aimer. Ouais. On comprend pas, on peut même pas écouter. Et Christ, je me dis, mais comment t'aurais fait, toi, en fait? Ah ouais, en fait, t'aurais été clairement le premier à les défendre. Enfin, tu vois, et bref, donc oui. Là, pour moi, la désolidarisation est quand même précieuse, mais après, c'est important après de comprendre à quoi tu veux contribuer, à qui tu veux t'approcher, de qui tu veux t'approcher. Bon, voilà. Mais tu vois, tu parlais de l'amour christique. Quand on est dans une communauté de vie très forte, belle sous plein d'aspects et moins jolie sous d'autres, mais il y a quand même ce truc de pensée de groupe. Et en fait, pour me laisser être visité, j'ai eu besoin dans mon parcours de m'isoler pour qu'est-ce que je crois vraiment en fait. Tu sais, ce fameux connais-toi toi-même. Ouais. En fait, quand tu es tellement dans le groupe qui est sécurisant, on pense ensemble, mais qu'est-ce que je crois vraiment en fait? Et il y a et c'est ça qui est terrible parce qu'en fait c'est tellement biblique, c'est genre, tu sais, c'est vraiment, la Bible elle est remplie de quitte le pays qui est le tien pour aller vers là où je vais te montrer. De personnes qui sont en porte-à-faux avec leur communauté, les prophètes. Enfin, tu vois, donc vraiment ce truc d'aller dans le désert pour faire face à nos démons, à nos fragilités, à notre histoire, à notre héritage, à qu'est-ce qu'on croit vraiment, à ce qui est pas joli. Et là, on pourrait regarder de l'extérieur, se dire ça va pas, hein, Jérémy, ou ça va pas, Mathieu. Hein. Alors qu'en fait, oui, techniquement, oui, c'est peut-être pas entièrement la fête du slip, mais en fait, c'est l'appel allez, on va utiliser des termes bibliques, de l'esprit qui t'appelle à aller dans le désert, à aller t'isoler. Et genre, je pense pas que Jésus il a passé une partie de plaisir dans le désert, mais c'était nécessaire. Et moi, en tout cas, pour ma part, j'en ai eu besoin et ça n'a pas été un drame en fait. Ça a été quelque chose de comme allez, on continue comme Jacob qui se bat avec l'ange, tu vois, de ce truc de genre de quel bois je me chauffe en fait, tu vois. Et aujourd'hui, notamment de faire ces interviews, c'est quelque part c'est d'ouvrir la parole, quoi. Est-ce que je suis tout seul? Mais ça, après, ça reste le mystère de Dieu qui est ces ambivalences-là. Dieu est à la fois complètement ce côté individualiste, mais communautaire. Enfin, là, je me dis, dans la conversation qu'on peut avoir, ça peut prendre une tournure très... Pour ceux qui l'entendraient de manière pas correcte. Vas-y, parle-leur. Ouais, non, tu vois, on aurait pu dire, oh là, ils sont beaucoup dans le moi d'abord, il faut se connaître soi, ce qui est vrai. Mais c'est vrai qu'on a une foi... C'est un cheminement. Ça ne veut pas dire que c'est figé, justement. C'est un cheminement, mais comme tu on vois, disait. Ça veut dire qu'il faut mettre en valeur les deux, je sais pas, presque au même niveau, mais tu vois, la foi est personnelle, mais communautaire à la fois. Tout à fait. Elle est communautaire, mais personnelle. Et les deux. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça sera ça mon prochain défi. Là, je suis encore un peu en train de toujours aller vers moi, de me connaître, et c'est précieux, et je travaille sur ça. Je t'avoue que j'ai un peu poussé le côté communautaire pour le moment, ce côté désolidarisation, et ça m'énerve un peu. Tu l'as un peu mis de côté, tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? Pousser. Donc ça oui, un peu mis de côté. Pousser dans quel sens? Oui, voilà, mis de côté, dire attends, là, je suis en train de me connaître, j'étais tellement été faux avec moi-même, avec les autres. T'as besoin d'intimité. Voilà. Mais je sais qu'à terme, j'aimerais vivre pleinement les deux. Le côté je me connais moi-même, et merci Seigneur, je vais vers moi. Mais il y a de la beauté dans la communauté. Dans le lien à l'autre. Dans l'autre. En fait, tu apprends à être en lien avec toi pour ensuite être en lien avec les autres. Voilà, là où avant, éventuellement, on vit que par le lien à l'autre et on se connaît pas. Et donc... j'essaie de garder ça en tête en me disant, voilà, faut pas que j'évolue en ce gros égoïste qui a dit, moi, c'est moi d'abord. Et voilà. Ça, c'est Bonhoeffer qui parlait de l'altérité, la beauté de l'autre. On est tellement différents, etc. Et ça, j'ai envie de chérir ça. Et je t'avoue que là, pour l'instant, je suis beaucoup dans mon identité. Même si je continue à considérer l'autre, mais voilà, je sais que dans ce cheminement, il y aura aussi forcément à embrasser l'autre. C'est là où voilà, pour moi aussi, avec ce podcast, il y avait vraiment ce truc d'être en dialogue. Enfin, je veux dire, par ailleurs, je refusais la posture de l'outsider qui pointe du doigt. Tu vois, genre, je me suis volontairement mis en marche pour me dire, ok, je veux retrouver l'altérité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que
il y a eu un temps où j'avais besoin, je veux plus entendre vos discours. Et en fait, je me suis rendu compte dernièrement que pendant ces années-là, où ça a peut-être pu en frustrer ou en froisser quelques-uns, et je les entends, et I feel you, c'est comme si j'avais moi-même... c'est comme si, par le passé, je refuse... Tu sais, pendant un temps, on refuse d'entendre d'autres discours. Parce que, voilà, c'est mon discours qui est le vrai. Et en fait, c'est comme si je censurais mes frères et sœurs. En fait, je me suis rendu compte que j'étais genre, je veux plus vous entendre, vous. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de jouer à leur jeu. Je suis en train de jouer au jeu qui m'a formé, qui est genre, je veux pas entendre les autres, non, je vous entends pas. Ouais. Et donc, du coup, quand moi, j'ai cheminé, j'étais genre, là d'où je viens, et comme tu disais, la colère, tu te dis, en fait, ça m'a trop fait mal, je peux plus vous entendre. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement. Ouais. Et on a le droit de se mettre en pétard et de voir ce qui nous a chahuté sur le chemin. Mais après, il y a ce chemin de réconciliation. Parce que pour moi, vraiment, faut l'entendre, le message de l'évangile, qui est un message rédemptif, qui est un message de réconciliation, c'est hyper important pour moi. Et donc, pour moi, il y a vraiment je veux retourner vers l'altérité. Donc, c'est-à-dire, par le passé, je me suis du coup ouvert à l'extérieur de la petite bulle chrétienne. Et puis après, maintenant, c'est comme la quête du héros de Joseph Campbell, si tu connais un peu le mythe. Bon, bref, je geek un peu, mais il y a ce retour à ta communauté de là d'où tu viens, tu vois, genre. Ouais. Et moi, un peu comme toi, en tant que musicien, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on peut parler ? C'est ça. Est-ce qu'on peut juste se parler ? Et essayer d'arrêter de... En fait, non, le débat à sa place, moi j'ai un peu du mal avec ça, mais en tout cas, on se parle, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on peut s'écouter ? S'écouter, ouais, c'est beau, c'est ça. Ouais, complètement. Et ouais, mais t'as tout dit. Et les carnets de Suzy, cette chanson où je mets les problèmes. Non mais voilà, c'était en fait juste, je mets des sujets sur la table. On m'a posé des questions en off. Oui, mais c'est quoi ta position ? Bah, je sais pas, je ne suis pas expert dans tous les sujets. Je ne sais pas, j'avais juste envie de mettre tes sujets sur la table. Parlons-en parce que c'est le moment d'en parler. Déjà, dans la société, on en parle beaucoup, des abus, etc. Mais nous, dans nos églises, on ferme bien notre bouche, c'est dérangeant. Bah, moi, j'ai envie de dire, si Suzy nous confronte à la place des femmes, aux abus, à ceci, cela, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on peut poser ? Moi, je pose juste sur la table. Voilà. Et là, c'est ça, conversons, enfin, discutons. Ça va être désagréable, mais... Ou pas. Peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, on a plus de choses en commun et qu'au final, l'autre m'enrichit. C'est ça. Et c'est aussi parce que je l'ai vécu avec ma famille, mes parents, là, les conversations mises sur la table qui, a priori, sembleront désagréables, en fait, sont tellement libératrices, elles se prolongent. On n'ose pas, mais au final, ça va. Au final, c'est... Ouais. Donc, et c'est terrible, ce truc de... Quelle est ta position ? Pourquoi est-ce que... Tu vois, par exemple, une chose que je me refuse à faire sur ce podcast, c'est toutes les personnes que j'interviewe, je leur demande pas à la fin, et maintenant, t'en es où ? Parce qu'en fait, c'est une réponse trop facile. C'est une question trop facile. C'est donner la réponse que les auditeurs veulent. C'est genre, ok. Alors, il ou elle a dit tout ça, mais dans le fond, il est dans quel camp ? Et en fait, moi, je trouve que c'est une question grossière, en fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il est des nôtres ou pas ? Ouais, et c'est genre, en fait, on est tous des nôtres. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ma conception des choses et c'est mon podcast. Donc, mais on est ensemble en humanité. Ouais. C'est beau. Merci Mathieu. Eh ben, merci Jérémy. C'était super de papoter avec toi. De même. Grave. Après, merci pour l'invite. 4 ans que je ne t'avais plus vu. Ouais, ça fait longtemps. Bah, c'est cool, bah, merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. C'était ma conversation avec Mathieu Rahamefi, a.k.a. Mick. Merci Mathieu pour ton temps. C'était un réel plaisir de reconnecter avec toi après autant d'années. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à nous en faire part. Et évidemment, je vous invite à écouter son dernier album Break, avec une mention spéciale pour Le Loup et les carnets de Suzy, dont vous avez pu entendre quelques extraits aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas,
on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.